accueillir ce matin une invitée de marque de Montpellier, puisque Laure Échalier, mon amie et homologue à Montpellier 3, vice-présidente de formation de Montpellier 3, est venue nous rejoindre par intérêt pour le programme Pédagogie innovante, par intérêt pour le sujet de ce matin et de la journée tout particulièrement. Merci Laure d'être avec nous. Et Claude donc nous rejoint également. Parfait. Je vais donc ouvrir cette seconde conférence Pédagogie innovante. Nous sommes extrêmement reconnaissants à Bertrand d'avoir eu le courage de venir parler dans ses propres murs, parce que c'est plus facile d'aller parler en invité d'honneur à Lisbonne, comme c'était le cas il y a 3 semaines, ou à Paris, ou dans diverses universités de France, que de prêcher pour sa propre paroisse et de venir parler aux collègues qu'on fréquente au quotidien. Donc un très grand merci Bertrand d'avoir eu cet élan et de venir nous parler de choses que tu connais particulièrement, sur lesquelles tu as déjà échangé avec des collègues ici présents, mais jamais sous cette forme. Non. Vous pourriez me dire, on ne présente pas Bertrand Moquet. Je vais quand même présenter Bertrand, parce que Bertrand, c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine, à tout point de vue. Et en particulier, je ne vous parlerai que de son profil professionnel. Je me suis fait un petit pense-bête, tant ce profil professionnel est riche, et je ne vous parlerai que de l'essentiel. Bertrand, vous le savez, est vice-président numérique en charge du numérique à l'Université de Perpignan depuis 2 années et demie, extrêmement accaparé par cette tâche, extrêmement dévoué sur cette mission, et toujours en représentation de l'établissement, en déplacement et en création d'initiatives à l'échelle nationale et internationale. Bertrand, c'est aussi un pédagogue de cœur, et je tiens à le souligner, je le redisais ce matin à Laure Échalier, nous ne sommes pas sur un projet de numérique, de pédagogie numérique, nous sommes sur un projet de pédagogie innovante, avec le numérique en appui de certaines initiatives, si les pédagogues le choisissent. Et c'est complètement dans cet état d'esprit que Bertrand vient s'inscrire, d'autant plus qu'il a été pendant 10 années à l'IUFM Midi-Pyrénées formateur de formateurs. Et lorsqu'on parle numérique et pédagogie, il part toujours du cœur de la pédagogie pour aller vers le numérique. Vous allez pouvoir le partager dans quelques instants. Il est également chargé de mission C2I pour l'Université de Perpignan, et ce depuis plusieurs années, et expert auprès de la mission numérique de l'enseignement supérieur, où il est référent national pour le C2I de ZE, métier de l'environnement et de l'aménagement durable. Si je dis des bêtises, tu rectifies. Il est également, et ça nous le savons tous, créateur d'un des fleurons de l'université, le service commun Platinium Plus, notre plateforme d'innovation pour une université numérisée. C'était un très gros défi, un gros défi national, dans le cadre aussi, qui s'inscrit dans le cadre du programme France Université Numérique, et on commence à récolter. L'université commence à récolter les fruits de cette mise en place, de cette création. Dans ce cadre, Bertrand participe aussi au programme IDEFI Migros, notre master international innovant en ligne de valorisation des patrimoines. Je pourrais continuer, la liste est longue, je vais vous épargner la suite. C'est déjà beaucoup, c'est déjà assez admirable, je trouve. Merci. Donc je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à Bertrand. N'oubliez pas que la conférence sera suivie d'un débat. Notez vos questions, notez vos réactions, notez vos remarques. Je vous souhaite une très très belle écoute et un très grand merci encore à Bertrand. Merci Pascal. Merci. J'ai l'habitude de faire court dans l'arène, de ne pas monter sur l'estrade, de venir vers vous, donc je vais embêter Morgane qui est juste à côté. Merci d'être venu, je suis très honoré de vous voir ici et de pouvoir partager avec vous de manière, c'est vrai, un peu plus officielle ce qui me passionne, mon métier. Mon métier, dans ce qui se passe, dans ce qui me passionne le plus, c'est l'interaction entre les métiers et leur évolution quand on met un petit peu de numérique dedans. Et effectivement, je ne peux avoir cette analyse que si j'ai déjà travaillé sur mon métier d'enseignant, travail que j'ai fait, comme je disais Pascal, avant d'arriver ici dans un établissement qui était à Toulouse, l'IUFM. Donc on a travaillé au développement des compétences des enseignants du secondaire et de l'enseignement supérieur et comment on pouvait intégrer ce numérique comme s'il devait arriver tout d'un coup de manière obligée. En fait, la réalité, c'est très bien, parce que ce que tu as dit,
Si vous êtes venu voir du numérique, ben, vous allez être déçus. Je vais parler que de pédagogie. Je vous ai envoyé un lien juste avant, par email, donc pour vous donner un peu le ton de ce que je voulais donner comme information. Et puis on reviendra un petit peu sur la technique que j'ai utilisée, sur la façon d'utiliser justement le numérique dans sa façon d'enseigner. Donc au niveau de, je vais par contre rentrer forcément par, donc l'ensemble du document sera à vos dispositions sur l'environnement numérique de travail qui s'appelle Pédagogie innovante, qui est disponible sur notre environnement numérique de travail. S'il y a des gens qui ne sont pas de l'université, qu'ils viennent vers nous et puis, ou vers moi directement, et puis on vous donnera un accès directement au document. Et je vais quand même rentrer par le volet numérique. Hein. Ce n'est pas souvent que le vice-président s'adresse à ses collègues de manière officielle. Donc le numérique aujourd'hui, effectivement, on est en pleine transformation professionnelle. On a des injonctions qui sont fortes, des injonctions qui sont ministérielles, des textes qui évoluent. Est-ce qu'on a des précautions à prendre? Comment on va satisfaire tous les acteurs? Moi, est-ce que je vais subir l'étudiant? Est-ce que c'est l'étudiant qui va subir le numérique, etc. Comment on a toute cette transformation qui est en train d'apparaître et qui finalement va nous contraindre à nous transformer. Alors cette transformation, aujourd'hui, on en parle sur une partie de notre métier, une de nos missions, la formation, mais vous voyez qu'elle est aussi dans le volet administratif, dans le volet recherche, dans le volet insertion professionnelle. On n'a qu'une branche de ce qu'est le numérique aujourd'hui dans le métier de celui qui travaille pour l'enseignement supérieur et de la recherche, en parlant aujourd'hui que de pédagogie. Donc comment satisfaire un petit peu tout ça? Alors je vais aussi revenir sur le nom de pédagogie innovante. Je vais être très modeste. Innovante, on va simplement s'arrêter à ce qui est nouveau pour vous. Pour moi, en tant que professionnel, je suis aujourd'hui en train de faire mon métier de cette façon. On a l'air de vouloir me pousser à le faire d'une autre façon. Ça va me projeter dans une innovation personnelle. On ne parlera pas ici d'innovation au sens innovation type industrielle qui pourrait toucher, allez, on va dire, 5 à 10% d'entre vous qui, de toute façon, sont toujours dans une logique de pionniers, qui seront toujours en avant, qui vont chercher tout ce qu'il faut pour se créer. Non, on parle de l'innovation pour moi, pour que globalement, le usage du numérique dans ma pratique d'enseignant soit visible et utilisé par tous. Et c'est cette innovation personnelle que je vais cerner aujourd'hui. C'est pour ça que le titre était très très large. Je le réduis volontairement parce qu'il correspond mieux. Ça fait 2 ans et demi que, en tant que vice-président, je commence à un peu mieux percevoir l'établissement sur sa capacité à faire des choses. Ça correspond à notre projet de vie aujourd'hui, qu'on a tous autour de nos tables, d'avancer tous ensemble, plutôt que de faire partir quelques pionniers qui seraient en amont, le CEPI qu'on a pensé pour vous. Et dans cette idée, on n'a pas pris une personne, on a pris un groupe. Ce groupe est assez représentatif pour embarquer après d'autres collègues. Donc on est dans une logique de transformation en fait de tout ce qui est usage du numérique. Alors le numérique, je le disais, on est forcément, on a une injonction forte qui est faite dans les textes officiels de nos universités. Ça s'est fait progressivement. Alors 2007-2013, il n'y a pas la LRU juste avant, mais on a en fait l'évolution qui est arrivée naturellement de manière peut-être normale par rapport à l'évolution de ce qui est le numérique ailleurs que dans l'université. On est rentré par l'aspect technique. C'est-à-dire qu'en 2007, il était important d'avoir des schémas du patrimoine, il était important que l'on puisse se connecter, il était important qu'on ait du haut débit. C'était au moment où, dans les universités, on faisait les plans MIPE, donc on faisait du financement qui était quoi? De la borne Wi-Fi que vous voyez ici, le campus, on peut se connecter. Donc on était dans la technique entre 2007 et puis 2013. Mais cette technique, une fois qu'on l'a résolue, on est une activité humaine avant tout. Hein. Donc il va falloir se coller à quoi? Se coller aux usages, à qu'est-ce que l'on va faire avec. Et il faudra attendre le texte de 2013, où vraiment on voit apparaître explicitement la notion de numérique. Qu'est-ce que c'est que le numérique pour les universités? Donc on est en pleine transformation, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. On subit cette définition, je dis subit, hein, où on met en place, ce qui serait peut-être plus politiquement correct, les textes officiels, mais la loi nous impose en fait de nous organiser comme cela. Du coup, il a l'air d'apparaître une notion de numérique et université qui serait composée, là c'est une lecture purement des textes officiels, mais de quoi?
Ben, c'est un petit bout de services et de ressources. Alors, les services, vous voyez que c'est très vaste, hein, c'est pouvoir avoir des services pour enseigner, des services de dématérialisation, pour avoir la possibilité d'avoir un service, pourquoi pas des ordres de mission en ligne, des choses comme ça. De l'usage et des services et des ressources, le mot usage apparaît pour la première fois dans un texte officiel sur le numérique, donc en 2013. Usage, on va s'attarder un petit peu dessus, ce que ça implique un peu de nous. Et après, de l'accès à ces services et ces ressources, il s'agit d'évoluer, de continuer en fait cette possibilité d'aller vers l'accès des ressources. Et puis, la nouveauté, la gouvernance du numérique et cette obligation de chaque établissement de nommer un point stratégique au niveau de la gouvernance du numérique, ce que j'essaye de faire depuis 2 ans et demi, comme disait Pascal. Ces usages, quels sont-ils aujourd'hui? Alors on va parler de quoi? D'usage du numérique. Alors je me suis appuyé sur 2-3 textes. Bien évidemment, la bibliographie est à disposition déjà dans l'ENT. Vous pourrez la revoir si vous voulez avoir des compléments. La plupart de mes sources sont web, donc vous pourrez, elles sont web mais sur des sites qui sont de qualité. Donc vous pourrez revoir l'ensemble des références que je vous donne. Donc on va distinguer l'usage numérique de la pratique. Alors, la pratique, ça va vachement me coller sur l'outil, sur des savoir-faire opérationnels, sur j'apprends tout seul. L'usage mettrait un peu plus d'humain là-dedans et me permettrait d'aller vers justement cette possibilité de faire ensemble. Faire ensemble, c'est ce qui va peut-être caractériser le numérique à ce jour. L'usage n'est pas un objet naturel, c'est donc un construit social, on va le construire ensemble. Donc aujourd'hui, quand on s'interroge sur la pédagogie innovante dans un établissement, on est en train de construire qu'est-ce que c'est pour nous, l'établissement, cet usage du numérique dans la pédagogie. Moi, je vous propose des pistes, hein, et on est en train de construire ça cette année. Nos collègues CEPIS vont aussi nous aider à faire cette construction. On est en train de construire cet usage du numérique pour la pédagogie, ce qu'il est, ce qu'on souhaite qu'il soit, pardon, pour notre université. À côté de ça, Chaptal rajoute en 2008 qu'on a le numérique va rajouter l'usage comme quelque chose de plus ou moins fonctionnel, mais surtout une notion de performance. Alors ça, la performance, effectivement, s'il y a bien un mot qui revient souvent dans nos discours, performance, efficience, efficacité, des choses comme ça qui font que effectivement, c'est peut-être l'occasion de s'interroger sur la façon dont je peux pratiquer mon métier, qu'il soit plus performant en ce sens, oui, qu'il satisfasse peut-être plus ceux que je suis en train d'avoir dans le cadre de mes cours, mais performant aussi parce que je peux passer moins de temps à le réaliser, je vais gagner en productivité pour la production de ressources, je vais être accompagné si j'ai besoin. Donc on est dans une logique d'amélioration de son usage professionnel sur le numérique. Ça serait trop simple si on était tout seul. Il n'y a pas un usage du numérique. On est dans une communauté où il y a des usages du numérique. Et parmi, alors on pourrait simplifier la donne, je la simplifie en prenant des typologies de public. Effectivement, l'usage de mes étudiants, l'usage des stagiaires, l'usage des BIATS, l'usage des enseignants, enseignants-chercheurs, ils sont tous spécifiques et on doit s'interroger si finalement, quand on travaille ensemble, on a les mêmes. On travaille sur la représentation de l'autre. Est-ce qu'il est capable? Je ne comprends pas. Dès que je dépose un document, ils ne sont pas capables d'aller sur l'ENT. De toute façon, ils n'y vont jamais. Toutes ces phrases, vous les avez entendues, etc. Donc c'est vrai qu'il y a forcément l'idée d'un usage partagé au sein d'une communauté. Et c'est cette construction de cet usage partagé qui, moi, en tant que vice-président, m'intéresse énormément parce que du coup, on essaye d'avancer toutes les typologies de public et il ne faut oublier personne. Si on fait progresser d'un côté les enseignants, il faut faire progresser de l'autre côté les étudiants. Ah zut, là j'ai pensé tel que j'aurais dû penser, ou l'inverse. Là j'ai pensé avant l'arrivée du 2.0. Ah, c'est la structure qui va imposer, c'est-à-dire ça va être comme ça, et puis je vais mettre en place les plans de formation pour que cela soit comme ça. Mais le numérique est plus compliqué que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le numérique, vous, l'étudiant, moi, ben j'apprends des choses par la rue. J'apprends des choses par mes enfants, j'apprends des choses par des technologies que je vais utiliser. J'ai mon téléphone portable qui m'a habitué à un mot, je ne savais pas ce que c'était avant. Est-ce que vous voulez recevoir des notifications? Le concept de notification, avant l'arrivée des téléphones portables, des réseaux sociaux, je ne savais pas ce que c'était. Les notions de profil. Donc il y a plein de choses qui apparaissent par des choses que j'apprends par la rue
et qui vont interférer, qui vont développer des compétences en moins. Aujourd'hui, nos problématiques, à nous, établissements, c'est est-ce qu'on est capable que notre établissement soit grandi en termes d'efficience, en termes d'efficacité, en s'appuyant sur ces compétences qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas forcément. Ce qui se passe, la réalité c'est quoi? Ah ben, ça s'est passé dans notre université, hein. On se lance dans le 2.0, on fait un compte Twitter, et puis on va trouver le collègue le plus avéri d'entre nous qui tout d'un coup a déjà fait cette chose-là, ou sur une page Facebook, pour le club de foot de son fils ou de ce qu'il fait en loisir. Et du coup on a la compétence qui est à côté, qui rentre dans l'entreprise, là où finalement je ne l'avais peut-être pas pensé. Donc ce qui change, ce qui bouleverse aujourd'hui l'usage du numérique, ben, c'est qu'il arrive descendant, montant, ça arrive de partout. Donc on a quelque chose qui peut être qui peut donner un peu le tournis. Alors on va prendre une image très mécanicienne, hein. Si on a une force dans ce sens, une force dans l'autre, on va arriver à faire tourner le machin. C'est un peu comme ça que j'ai la vision un peu du projet qu'on a pour l'université, d'essayer de toucher tous les publics, de n'oublier personne, et de faire que globalement on puisse faire évoluer tous ensemble cette université. Donc aujourd'hui, je m'attache particulièrement, c'est vrai que c'est une tâche qui n'était pas facile au début, mais je crois que ça fait partie de ma mission, à m'occuper plus particulièrement du métier de la pédagogie. Alors je ne vais pas stigmatiser sur une typologie de public, parce que mes collègues BIATS font de la formation aussi dans le cadre de la formation continue, donc ça peut aussi les intéresser dans la façon de présenter leurs outils et d'accompagner les formations des collègues. Et donc on va voir un petit peu tout ce qui est autour de tout ça. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui les usages? Alors je rêverais d'avoir une étude déjà faite de l'université de Perpignan. Il reste encore quelques mois, 1 an et demi à ce qu'on arrive à monter ça. C'est un projet qu'on a avec Platinium. Dès qu'on arrive à avoir un peu de temps, on essaiera de vous présenter celle de Perpignan. Mais en fait, c'est délicat parce qu'aujourd'hui, faire l'analyse des usages d'une université, c'est un défi. Donc peut-être que c'est plus de moyens que ce que pourrait être simplement un service qui veut analyser ce qui se passe dans son université. Donc aujourd'hui à Poitiers, il y a un IDEFI. Donc les IDEFI, vous savez, c'est comme Miro, hein, c'est-à-dire que ce sont des programmes de grand emprunt. Et celui de Poitiers travaille exclusivement sur les usages du numérique dans l'enseignement supérieur. Donc il y a un certain nombre d'enquêtes, ils ont produit déjà un premier rapport et je vais déjà un peu essayer de nous... Alors on imagine que les Poitevins sont pareils que les étudiants, alors je ne vais pas dire les Catalans, ils ne sont pas tous Catalans ici, mais que les étudiants qui sont à l'université de Perpignan. Je ne vois pas pourquoi ils seraient différents plus que d'autres. Hein. Pour connaître les deux universités, on ne dirait pas. Hein. Ils vont peut-être un peu moins à la plage, mais ils travaillent autant, ils sont aussi sérieux. Quoi. Ouais, ils vont un peu moins à la mer, ça c'est sûr. À l'Atlantique, ça c'est moins sûr. Donc voilà ce que propose cette chose-là, ce qui nous permet un peu d'ouvrir. Pardon si vous attendiez exclusivement à qu'est-ce que c'est l'usage du numérique que pour moi prof. Ben non, je vous ouvre un petit peu tout ce qu'est le numérique à l'université. Et voilà une des premières études qui peut être intéressante pour nous, c'est un sentiment de compétence. Alors sentiment de compétence, hein, vous pourrez reprendre l'étude en entier. Le sentiment de compétence, c'est très subjectif. Hein, vous inquiétez pas, je sais. Et puis après, peut-être que dans la réalité, on a une autre impression. Et là, on voit que il y a des usages qui sont effectivement pas partagés du tout sur cette enquête. J'étais très surpris que certains ne soient pas partagés, puis d'autres qui sont partagés où il va falloir trouver justement une intersection et voir comment nos étudiants, nos collègues sont en capacité à travailler avec nous. Alors qu'est-ce qu'on retrouve comme chose non partagée? Donc préparer un support de cours médiatisé, donc en rouge les enseignants-chercheurs, en bleu les BIATS, et puis en vert les étudiants. Et puis on voit globalement les différents usages qui sont analysés par cet IDEFI. Gérer son identité numérique, donc ma présence en fait sur le web, ce qu'on appelle l'identité numérique, l'e-réputation, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est simplement si vous tapez votre nom et votre prénom sur Google et qu'effectivement vous trouvez plus de votre vie privée que votre vie professionnelle, peut-être que ça peut vous interpeller, ça peut ne pas vous gêner, mais peut-être ça peut vous interpeller, ça peut gêner un étudiant pour autant qui aujourd'hui va être scruté par un recruteur avec cette simple entrée nom-prénom et puis il va avoir la vie privée qui va apparaître alors que on peut se tromper sur cette vie privée.
Utiliser des outils de communication, donc c'est formidable. À Poitiers, ils sont compétents, sentiment de compétence à plus de 70%. Travailler à plusieurs sur un même document. Donc on voit que c'est une pratique qui est en deçà au niveau de la cohorte des enseignants-chercheurs, mais qui serait un peu plus relevée au niveau des étudiants et des BIATS. Rechercher de l'information, on est tous maintenant. Alors est-ce qu'on trouve la bonne information, est-ce que c'est au bon endroit? Ça c'est une autre. Mais la chercher, c'est bon, ça on sait faire. Produire un document textuel, alors là je suis surpris. Je pense qu'il y a un trou dans l'étude. Il faudra demander à M. Poirier ce qu'il y a, mais effectivement, produire un document textuel, produire un document multimédia, utiliser des applications professionnelles, produire un document tableur, on voit que effectivement, on n'est plus sur des choses qui, alors soit ont mal été interrogées, l'enquête n'est pas très claire, soit effectivement on ne considère pas que en tant qu'enseignant, on ait la nécessité de maîtriser une suite bureautique pour arriver à enseigner. C'est ce que ça laisse penser au niveau de cette étude. Ceci nous pose des fois des problèmes, par exemple, quand on est en forte sollicitation, quand on est en train de changer une offre de formation. C'est vrai que l'on voit qu'il y a un échange sur des documents utilisant des suites bureautiques qui, pour certains des collègues, est une contrainte. Produire un document tableur, je vous laisse réfléchir à l'offre de formation quand elle est maquettée et qu'elle est faite dans un tableur Excel. Tout le monde n'a pas au début la facilité à rentrer dans ce document. Donc voilà, je passe là-dessus. Qu'est-ce qu'on entend par cours médiatisé? Cours médiatisé, alors la notion de cours médiatisé, ça serait un cours qui contiendrait plusieurs médias. Donc plusieurs médias, ça serait la capacité de mettre images, son, vidéo, ce que je vais vous faire aujourd'hui pour être considéré comme un cours médiatisé. C'est pas un show must go on, mais c'est quelque chose qui pourrait utiliser un support. Alors on va aller traîner à la cafette, puis on va dire le numérique dans mon métier, c'est pas possible. Et on va essayer de voir des idées fausses qui circulent un petit peu à la cafette, pas celle-là, hein, sûrement dans d'autres cafettes, qui seraient sur des idées fausses sur les TIS. Ah, j'emploie le mot TIS. Alors c'est vrai que depuis le début, j'ai dit numérique. J'ai volontairement utilisé numérique parce qu'en fait, on a un changement de sémantique qui est en train de faire depuis... En même temps qu'on a l'évolution des textes 2003, on était sur des TIC en 2003. On était sur les technologies de l'information et de la communication, du réseau, des fils, de l'informatique. Est arrivé entre 2007 et 2013, écoutez, on est enseignant, on aimerait bien pouvoir travailler avec. La notion de TICE est arrivée, donc c'est pour l'enseignement. Et puis les gens sont en train de s'entendre, justement parce qu'il y a une synergie, une dynamique qui fait que ça a l'air d'aller tous vers la même direction, que finalement ce n'est pas la peine de couper par métier, et la notion de numérique est apparue. Donc là je reviens, quand j'utiliserai le mot TICE, je suis vraiment dans le numérique pour le métier de l'enseignant, alors que le numérique pour moi est plus global que cela. Donc l'intégration des TIS, c'est la réponse pour améliorer les résultats des contrôles. C'est formidable. Je vais mettre un petit peu de numérique dans mon cours et demain mes étudiants vont mieux réussir. Ça serait bien si on avait la baguette magique, tout d'un coup j'ai changé d'outil et puis ça marche mieux. La réponse est évidemment non. Disposer de compétences numériques en plus de compétences métiers, c'est s'offrir une possibilité de plus pour arriver à contourner un problème de métier et trouver la bonne solution. Donc là-dessus, je serai... cette phrase-là, elle ne me veut pas. Les jeunes sont meilleurs que les vieux. C'est pas écrit comme ça, hein. C'est les nouveaux ont une meilleure compréhension de la façon d'intégrer les TIS dans la classe. Ouais, parce que je suis jeune, tout d'un coup, j'ai beaucoup mieux compris. Alors je vais vous montrer, c'est le paragraphe d'après. Mais finalement, ce n'est pas aussi simple que ça. L'évolution du numérique dans mon métier d'enseignant, il dépend aussi de ma capacité technique à maîtriser l'objet. Effectivement, en fait, c'est surtout quand il va tomber en panne que je vais être le plus embêté. Ma deuxième partie, c'est ma capacité pédagogique, c'est-à-dire comment je suis capable, même presque didactique, comment je suis capable de penser ce qu'il va arriver et quel degré de maturité j'ai là-dedans. Ma capacité à avoir un réseau social qui est capable de m'aider en cas de besoin, et puis la capacité après à le médiatiser, on verra après les différentes façons. Alors en fait, on verra que peu plus loin qu'il y a 4 axes, et que ça c'est un seul des axes.
Vous pouvez être le meilleur geek à la maison et pas forcément que s'il y ait une plus-value en fait et que vous soyez en capacité à bien intégrer le numérique dans votre métier. Les enseignants actuels n'ont aucun désir d'apprendre à intégrer les TICE dans leur classe. Donc ça, c'était le désir, est-ce qu'il existe? Alors le désir, c'est peut-être le mot sur lequel on pourrait s'attarder. C'est peut-être pas un désir, mais c'est un sentiment que peut-être ce qu'il se passe autour de moi dans la classe est en train de changer. Effectivement, je vois des étudiants, d'ailleurs ça m'interpelle, ils sont en train de regarder sur Google la définition que je suis en train de donner, et puis il y en a un, par jeu, par défi, je ne sais pas. Ça dépend là de la relation qu'il existe justement dans la classe, qui va aller justement vous interpeller sur... ça, c'est déstabilisant. Donc en rentrant à la maison, on se dit oui, effectivement, je n'avais pas vu ça comme ça. Donc je peux avoir envie d'avoir une autre solution à trouver. On discutait avec... un des collègues qui est là, avec Nicolas, c'était l'étude d'un texte, j'ai oublié, pardon, où ça fait des années qu'en licence on demandait le même texte et que maintenant des étudiants ramenaient toujours le même rapport, le même compte-rendu ramené d'Internet. Effectivement, c'est déstabilisant et on en avait parlé, il y avait peut-être une solution de travailler à un autre niveau taxonomique, on verra après la taxonomie de Bloom. Pourquoi pas les faire travailler sur ce que vous avez trouvé sur Internet, c'est pas bon. Pourquoi ? Et du coup, on se retrouve avec un autre objet pédagogique. Donc il y a toujours ce désir de trouver, de contourner un problème. Les TIS coûtent trop cher à mon établissement. Alors là, on va parler de budget, je vais prendre des oranges. En fait, ce qui est difficile, c'est de transformer une logique d'établissement où justement le numérique n'est pas un coût, mais un avantage. Si effectivement, aujourd'hui, on équipe tout le campus de Wi-Fi et qu'on a un étudiant sur 100 qui se connecte, ce serait aberrant. Ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, on a l'ensemble de nos étudiants qui, dès qu'ils disposent d'un smartphone, en plus, ils n'ont pas forcément le forfait très cher, donc ils n'ont pas le forfait 3G. Ils ont le smartphone, par contre, ils sont bien contents d'avoir le Wi-Fi sur le campus. Donc ça coûte, mais on a un usage qui va être développé par ailleurs. Je n'ai pas le temps d'apprendre à intégrer les TIS, donc c'est vrai, on est tous débordés, mais quand est-ce qu'on est susceptible d'être aidé? C'est pour ça le j'ai pas le temps. On l'a provoqué, c'est le CEPI, hein. C'est vrai du coup on offre le temps, cette possibilité de pouvoir prendre le recul. C'est changeant si jamais on part d'une pratique de novice à une pratique de routinisation, mais effectivement ça prend du temps. Et il faut le prendre, on conseille de le prendre ce temps pour pouvoir évoluer, mais c'est dans cette logique-là. Moi, dans ma matière, c'est pas possible. C'est pas possible que, dans les sciences, je comprends tout à fait. Mais alors moi, je ne citerai pas de ma matière. Ce n'est pas possible. C'est un discours que j'ai avec ceux de Master MEF, effectivement, où alors, le discours a beaucoup changé depuis 4 ans. Hein. Il y a 5 ans, je suis arrivé dans un amphi, on m'a jeté presque des tomates en disant « Monsieur, je prépare un CAPES de lettres, ce n'est pas possible ». Je crois que devant l'OR, je crois que je peux parler de sa licence qui est à distance à Montpellier 3. Donc je crois que vous avez une licence 3 de lettres classiques. Ouais. Voilà, donc finalement, ça doit bien être possible, hein, puisque ils y arrivent. Je prends cet exemple, je profite que tu sois là. Donc il n'y a pas forcément de discipline interdite, ou c'est pas que parce que je suis dans un camp ou dans l'autre que ça va pouvoir changer. Tant que je ne maîtrise pas ce bestiau là, je ne peux pas y aller. Je dois tout savoir sur la technologie, je dois être un geek, je peux pas me lancer. Alors là, c'est une idée fausse en ce sens où, je reviens à l'introduction de ce que je disais au début, il s'agit de parler en fait de sa propre innovation. Je ne vais pas me lancer, j'aurais pu aujourd'hui faire Show Must Go On, mettre sur le côté plein de choses, des vidéos, des trucs comme ça. Si ça ne correspond pas à ce que je veux montrer aujourd'hui, ce n'est pas la peine que je rajoute de la technologie pour la technologie. Donc il va falloir maîtriser quelques technologies, celles qui vous conviennent le mieux. Et si on est en besoin de technologie, je crois qu'avec avec le service Patinium qu'on a créé, vous venez vers cette idée. Avec cette idée, je voudrais finalement quelque chose de très simple,
je ne suis pas trop à l'aise avec l'environnement numérique de travail, j'ai appris qu'on pouvait faire ça par un collègue, est-ce que vous pouvez me montrer? Effectivement, je peux être accompagné, je n'ai pas besoin de tout savoir sur la technologie pour répondre à mon problème pédagogique. Les étudiants sont bien meilleurs que moi. Alors ça, c'est un sentiment qu'on peut avoir. C'est un sentiment qui est gênant parce que jusqu'à présent, c'est vrai, quand on les accueille dans nos disciplines, c'est nous les meilleurs. Et c'est eux qui viennent vers nous. Et donc, on a cette supériorité, entre guillemets, par rapport au rapport au savoir. Là, effectivement, ils arrivent avec des choses qui sont déstabilisantes. Je disais tout à l'heure la pratique. Si effectivement, j'ai malheureusement appuyé un document et que ce document est consultable sur Internet avec une critique, effectivement, je peux... L'esprit 2.0 de mes étudiants qui sont à aller chercher l'information, la collecter et ne pas hésiter à la relancer, etc., peut me porter préjudice. Donc ils ont peut-être une meilleure compréhension, mais peut-être qu'ils ne font pas exactement ce que je voudrais qu'ils fassent dans mon métier aussi. Peut-être que je n'ai pas aussi défini l'usage dans la rue, que j'ai parlé au début, de l'usage à l'université, l'usage académique que j'attends moi en tant qu'enseignant quand ils sont en train d'utiliser le numérique. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui pourrait se passer ou qu'est-ce qui s'est passé chez vous. Alors je vais partir du principe que si je vais partir d'un enseignant novice qui n'est pas là aujourd'hui, tant pis, pour ne pas viser telle ou telle personne. Et donc on va parler de quel est le passage, le rite, entre guillemets, entre j'utilise le numérique, je vais utiliser le numérique dans mon métier et ça y est, j'y arrive, c'est pas un problème pour moi. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette transformation auprès de vous? Alors, je vous recommande un document qui s'appelle justement Intégration des usages numériques pour l'acte pédagogique de Cohen-Schumacher de 2006. Et ces deux collègues, des Suisses, vous verrez dans le cadre du CEPI des Suisses, des Belges, dans le monde francophone, on s'appuie souvent sur ces deux nationalités. Et puis on voit apparaître, donc Pierre-François Cohen et Jérôme Schumacher ont proposé une grille de lecture de qu'est-ce qui pourrait être mon développement personnel dans la partie j'utilise le numérique dans mon métier. Alors ils distinguent 4 parties. Une partie qui sont les caractéristiques pédagogiques, les caractéristiques technologiques, les caractéristiques psychologiques, caractéristiques sociales, et à chaque fois ils mettent 3 niveaux. Alors, ça peut être 4, 5, 6, l'idée c'est 3. L'adoption, l'implantation, et l'idée c'est la routinisation. Dans un monde où tout le monde serait à l'aise et tout serait parfait, etc., effectivement, vous avez compris que la grille, elle serait d'arriver à une routinisation en fait, de la compétence, et donc un usage du numérique que j'aime bien caractériser comme sans rejet ni fascination. Si ça peut rester en tête dans votre tête, j'utilise souvent en cours ce mot. Il s'agit de ne pas y aller à reculons, mais il ne s'agit pas non plus que d'imaginer que tout va être parfait avec ça, etc. Et ces deux collègues, qu'est-ce qu'ils ont fait? À chaque fois, ils ont présenté qu'est-ce que ça veut. Alors, j'aurais envie de vous dire, on va les lire tranquillement, et puis tout d'un coup, vous allez vous reconnaître, vous allez donc vous cartographier tout seul. C'est le moment où il y a un petit peu d'interaction et un petit peu de... vous allez peut-être vous rentrer davantage dans « moi je suis comme ci, moi je suis comme ça », etc. Donc on est sur une caractéristique pédagogique avec peu d'exploitation de pédagogique moyen, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. C'est un peu... on met un ordinateur dans la classe et il faut le faire, quoi. J'ai un Master 2, Master 1, mais qui a une expérience enseignante là-haut. Effectivement, quand un Master 1 arrive en stage, MEF arrive en stage en collège ou en lycée, c'est un peu l'impression qu'il a, quoi. Il a un vidéoprojecteur pour faire l'appel de manière obligatoire, et puis après, bon, j'y vais ou j'y vais pas. Donc pédagogiquement, peut-être que ça ne va pas. Donc substitution du livre et du classeur au profit de la machine, est-ce que c'était la solution? Tâtonnement personnel, essai-erreur. Conduit de très petites activités fortement accompagnées. Il ne s'agit pas de se lancer dans un projet de plusieurs semaines, mais pourquoi pas d'essayer. Moi, j'incite les Master MEF à se forcer au moins une fois durant leur stage, de prendre un temps, une séance de cours, 1 heure, 1 heure et demie, et de se forcer à installer un dispositif numérique pendant cette heure, 1 heure et demie, et de mesurer ce qu'ils avaient en fait là-dedans. Cette adoption, donc, ça permet de voir un peu toutes les difficultés. Donc l'implantation, utilisation régulière du matériel, usage pédagogique plus large, plus ouvert, combinaison de plusieurs périphériques, c'est-à-dire de plusieurs dispositifs,
je suis capable d'interagir avec un dispositif, avec une présentation ST par ordinateur qui va se retrouver sur le NT. Je vais penser à passer une vidéo. Donc je commence à imaginer que finalement je peux tirer sur plusieurs choses et les proposer en fait à ceux qui sont en cours avec moi. Et je peux conduire, etc., des activités plus étendues. Cette chose-là, c'est un palier où les gens vont rester, où en fait on est dans le secondaire, on est quand les élèves n'utilisent pas le numérique dans la classe. C'est-à-dire c'est ceux qui vont jamais oser, entre guillemets, amener la classe dans la salle informatique, dire voilà, allez, on va faire une recherche bibliographique ensemble, ou une recherche sur Internet ensemble. Là, on est un palier où beaucoup de gens restent, par crainte d'amener un groupe de personnes sur du matériel dont ils n'auraient pas encore la compétence technique. Donc on peut avoir une routinisation qui n'est pas encore faite là-dessus. Enfin, la routinisation, c'est que vous avez enfin compris que les technologies sont au service de votre apprentissage de l'apprentissage que vous mettez en œuvre. Excusez-moi, j'ai dérapé. Vous avez une pratique de la pédagogie du projet. Il y a des perspectives que vous pouvez faire, décentration, réflexivité de l'enseignant, vous avez un recul par rapport à ce qui est arrivé. Voilà, on est dans un usage tout à fait courant au niveau de la pédagogie. Si vous êtes super fort pédagogiquement, vous savez faire tout ça, et que pour autant vous avez la crainte de la bête étant cette chose-là, effectivement, et on n'est pas forcément à l'aise et puis ça boite un peu. Donc vous avez une nécessité de passer par installation de machines, des périphériques, le document est surtout imprégné d'expérience dans le primaire. Donc effectivement, par moment, certains professeurs des écoles sont contraints de travailler avec des conseillers TICE sur le terrain pour installer ces choses-là. Il y a une nécessité d'alphabétisation de technologie. Alors, il y a une culture numérique personnelle de la chose avant de la construction d'une culture numérique professionnelle. Là, il y a forcément une étape où, effectivement, le collègue qui a du mal à trouver son fichier va être mis forcément en difficulté pour des activités plus complexes. L'implantation, donc on est capable de faire une centration sur les apports technologiques d'éthique, maîtrise d'éthique, les technologies sont un but en soi, et puis après, la partie routinisation, les technologies sont maîtrisées, donc voilà, je vous passe un peu toutes les étapes, mais l'idée c'est un peu de se projeter là-dedans, tout ceci nous amène à ce que, là, la phrase qui était avant, les étudiants en savent plus que moi, là-dessus, finalement, si la technologie n'est plus une fin en soi, la maîtrise de cette technologie ne l'est peut-être plus non plus, et je peux m'appuyer, pourquoi pas, et c'est là où je déstabilise mon métier d'enseignant, sur ces maîtrises de mes étudiants, sur cette technologie, et je peux me lancer dans une gestion complexe d'un projet utilisant la production du numérique, même si je ne détiens pas la totalité de cette compétence numérique. Caractéristiques psychologiques, vous êtes peut-être passé, moi j'y suis passé sur toutes ces étapes, je suis beaucoup reconnu, c'est pour ça que je vous les ai proposés, je vous le propose. Un sentiment d'incertitude, de frustration, qui est aussi l'enthousiasme, parce que dès que ça marche, waouh, super, on est content, puis on voit qu'il se passe quelque chose. L'auto-questionnement, donc ça c'est un défaut de l'enseignant ou une qualité, je sais pas, je crois que ça fait partie de notre métier. Sans cesse, on est en train de se dire, mais voilà, j'ai fait ça, mais pourquoi ça n'a pas bien fonctionné, etc. Pourquoi on souhaiterait améliorer. Décision, et puis tout d'un coup, prise de conscience de son niveau d'expertise antique, et puis le besoin de formation, le désir de formation. Vous êtes dans ce désir si vous êtes présent aujourd'hui, donc on est dans cet enclin au niveau psychologique. Après, investissement personnel, oui, effectivement, je ne vais pas nier que l'intégration du numérique dans son métier d'enseignant, comme l'intégration de nouveaux cours, va nécessiter forcément une adaptation à ce changement de métier. Donc, il y a un investissement. Alors, personnel, ça ne veut pas dire que c'est sur mon temps personnel, c'est-à-dire que je dois aménager mon temps professionnel parce que je dois tout d'un coup construire d'une certaine façon mes cours, ça va prendre un peu plus de temps. Il y a un grand effort pour la formation et puis on verra, en fait cet effort va être compensé après par la caractéristique sociale du collègue qui va être en capacité de lier avec un réseau de proximité qui sera aidant et puis de travailler en fait là-dessus. Routinisation, donc arriver à avoir de la clairvoyance, d'investissement à temps moindre et des nouveaux besoins de formation. S'il vous plaît,
l'intérêt, il est là. Aujourd'hui, je vais aller vers le numérique dans mon métier parce que je vais retrouver un investissement de temps, un gain de temps. Je vais peut-être prendre le temps de faire un cours de manière, parce qu'il est neuf, ça va me prendre plus de temps, mais les mises à jour seront beaucoup plus simples. Ça, le numérique apporte au moins toujours ça. Et peut-être après, j'ai de nouveaux besoins de formation. On finit sur les caractéristiques sociales. Les caractéristiques sociales avec, au début, un grand besoin d'accompagnement. Vous voyez qu'on distingue la formation qui était sur les 2 premiers critères, où on se dit, voilà, j'ai besoin de tel outil, telle pratique, et là c'est de la formation. Là, on est dans l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est comme ça que j'ai pensé Platinium. Hein. On est dans cette logique d'accompagnement. Ce n'est pas l'endroit où on va se former parce que tout d'un coup, le lundi de 14h à 16h, il y a comment utiliser le NT, mais parce que tout d'un coup, vous arrivez avec votre projet et puis on va essayer avec les collègues d'aller vers ce projet, de vous accompagner. Donc on travaille sur cette caractéristique sociale et trouver et fonder un réseau social. Le CEPI est un réseau social qu'on est en train de faire naître. Il va se propager, etc. Et puis d'arriver en fait à ce qu'il se crée un réseau de soutien. On a tous un collègue qui sait, ouais, lui je l'ai vu faire, ça marche vachement mieux sur le NT, il va me conseiller, on va le voir, on lui demande, donc on est sur cet appui, ce réseau, ce tissage qui est entre collègues, et la routinisation, en fait on est sur quelque chose où on a un réseau social efficace et qui peut sortir au-delà de l'université, et c'est là où on va découvrir, je vous montrerai 2-3 exemples tout à l'heure, le numérique ouvre cette possibilité d'aller vers la collaboration, l'échange entre collègues, etc. Donc vous vous êtes reconnu, peut-être que vous êtes, souriez, vous êtes filmé, donc vous êtes peut-être reconnu, se dire là moi je suis là, j'en suis là, j'en suis là, donc là c'est une sorte d'évaluation diagnostique que je suis en train de faire avec vous pour essayer de voir où vous en êtes par rapport à ce qui serait la routinisation selon ce texte de tout le monde et puis de se voir un petit peu où j'en suis. Ça permet déjà de tirer sur la pelote de laine, mais tout d'un coup, en fait, vous en avez 4. Hein. Je ne sais pas si j'ai simplifié la donne, hein, mais vous aviez une pelote de laine de numérique et l'enseignement. Maintenant, je vous en propose 4. Hein. Vous avez la caractéristique pédagogique, technologique, psychologique et sociale, mais ça permet un petit peu de voir où on est et de mieux se positionner. L'acte pédagogique et le numérique. Donc l'acte pédagogique, je suis dans la classe. Là, je rentre, là, et puis on va essayer de modéliser, d'utiliser un modèle qui date des années 80. Vous connaissez peut-être le triangle d'Houssaye, 1988. Le triangle d'Houssaye, c'est sans numérique, ça. Hein. C'est en fait, Houssaye a dit que, dans la relation enseignant-savoir-élève, dans la relation, il y a toujours un mort. Et quand est-ce que quand est-ce qu'on laisse l'enseignant de côté, quand est-ce qu'on laisse l'élève de côté, quand est-ce qu'on laisse le savoir de côté. Et puis Houssaye propose des verbes. Voilà, la relation entre enseignant et savoir s'est formée, entre l'élève. Vous voyez qu'enseignant-savoir, ça veut dire que le mort, c'est l'élève. Hein. C'est-à-dire que je suis bien accroché sur mon savoir, j'ai peut-être oublié qu'on était en train de m'écouter. Entre l'élève et le savoir, c'est apprendre, et entre l'élève et l'enseignement, Houssaye propose enseigner comme verbe. Maintenant, si j'arrive avec mon dispositif numérique, où est-ce que je le mets? Alors il y a un excellent article, je vous recommande aussi, de Lombard, en 2003, qui ne s'est pas démonté. Il a dit ok, on s'appuie sur la base du triangle d'Houssaye et puis on va mettre le dispositif TIC là-dedans. Toujours la même phrase, hein. Il y a toujours quelqu'un qui fait le mort dans la relation. Et donc on s'aperçoit que, et finalement le triangle d'Houssaye va rester, il n'y a pas le dispositif numérique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est en train de voir plusieurs pratiques en fait possibles dans son acte pédagogique. Et puis ils vont définir, Lombard va définir, effectivement ça reste. Ce n'est pas parce qu'il y a du numérique que je vais arrêter de faire classiquement mon cours, que je n'ai pas besoin d'aller au tableau parce que j'ai une démonstration à faire. Démonstration, on est dans montrer, donc il vaut mieux que je montre que je suis capable de le faire pour que la personne soit capable de le refaire. Et puis il va apparaître d'autres moments où le dispositif numérique va apparaître et du coup je vais me retrouver moi, parfois, dans une position enseignant, voilà, par exemple, sur cette position, c'est très désagréable, j'y suis plus, c'est moi le mort.
Et cette situation n'est rien d'autre qu'un travail donné à la maison, une recherche d'informations, un exerciceur, tout autant de choses. Nos étudiants qui travaillent tout seuls à aller chercher le cours sur Canalu ou sur toute autre ressource d'une autre université et qui vont retrouver effectivement un rapport au savoir parce qu'ils vont regarder une conférence, ils vont utiliser pourquoi pas un MOOC, on en parlera après aussi, et on va se retrouver, nous enseignants, à abandonner en fait sur le côté, avec un sentiment d'abandon. L'idée c'est de le maîtriser en fait, peut-être. Deuxième possibilité. Donc là, on est avec le savoir qui est mis de côté, avec une relation où le dispositif TIC va me mettre en relation avec l'élève, l'enseignant. Typiquement, on est sur de l'interaction entre tout ça. Peut-être qu'on va retrouver ici des dispositifs de type collaboratif, pédagogie du projet. C'est vrai qu'on a mis de côté le savoir, on a mis de côté toutes ces choses-là. Et puis, on va demander à ce qu'un certain nombre d'élèves soient en capacité de produire un document, de produire une présentation, de faire... et là, vous voyez que du coup, ce n'est plus le numérique pour moi enseignant, c'est aussi le numérique de l'élève qui doit acquérir des compétences, qui doit s'en servir pour arriver à se présenter. Enfin, la dernière phase du tétraèdre, c'est 4, c'est ça. C'est l'élève qui est oublié dans le dispositif. C'est peut-être, alors ça peut arriver de deux façons, simplement parce que moi je me forme. Effectivement, je n'ai pas besoin d'avoir l'élève, j'ai un nouveau cours à préparer, j'ai besoin de mettre à jour un certain nombre. Ce n'est pas pile poil ce que je fais en recherche, donc il va falloir que j'aille chercher des informations pour arriver à construire le cours. Je crois que ça nous arrive assez souvent. Je vais être obligé de me former et je vais être en relation avec ce savoir. L'élève, du coup, est oublié. Le risque, ça serait d'utiliser justement un dispositif numérique où je suis en train de vous faire cours comme ça. Effectivement, si je suis comme ça, il y a peu de chances que je suis bien dans cette rédaction, je lis mon savoir, vous êtes derrière, je ne vous vois pas. C'est un peu dommage, mais c'est un peu le travers que pourrait avoir cette relation de mettre un dispositif numérique derrière cette chose-là. Donc, vous voyez, ce qui est changeant, en fait, c'est cette position de l'enseignant qui est bougeant par rapport à ce dispositif, qui peut nous perturber parce que tout d'un coup on laisse la place pour certains d'entre nous qui seraient dans la définition que nous sommes les détenteurs du savoir et il n'y a que nous. Effectivement, il y a certaines positions qui sont extrêmement déstabilisantes parce que le savoir aussi est à sa place dans la relation qui se passe dans l'acte pédagogique. Du coup, le jeu, entre guillemets, c'est d'essayer d'alterner des situations qui dépendent des publics et des situations qui me mettent tantôt sur une phase d'un tétraèdre, tantôt sur l'autre. Donc vous voyez, tout d'un coup, je me retrouve vraiment à parler de pédagogie, à faire des choix, à se dire voilà, ce dispositif que je vais mettre en place avec mes élèves me paraît le plus performant parce que, je me mets en retrait parce que, etc. Donc j'ai deux étudiantes là, de Master Valo où je les chahute en TD énormément parce qu'on n'arrête pas de changer j'arrête pas de changer de position. Je suis très en retrait, je suis très directif, on joue un peu sur cette façon de travailler. Et donc ça va un petit peu bouleverser mon acte pédagogique et ma façon de travailler. Le numérique permet de vous envoyer les documents avant les cours. Ce n'était pas courant avant qu'on envoie le polycope et qu'on dise peut-être de passer à la repro, récupérer le polycope. Ce n'était pas dans la pratique de tout le monde. Les modèles anglo-saxons que l'on trouve nous laissent croire qu'effectivement une présentation en amphi ne serait acceptable que s'il y a un petit peu de bille avant. Je vous ai envoyé quelque chose, il me semble, en bas de l'invitation, c'était peut-être pas évident, il y avait un lien vers YouTube. Ce lien vers YouTube était une vidéo. On fait un petit peu de gymnastique. Est-ce qu'il y en a qui ont pris le temps de le regarder ou qui ont vu le lien? Qui l'a vu? Donc là, vous voyez tout de suite la problématique de l'enseignant, c'est de dire voilà, si j'avais compté sur ça pour avoir les prérequis, c'est raté pour le paragraphe qui suit. Donc je vais être obligé de prévoir. Effectivement, je vous ai envoyé cette vidéo. Cette vidéo est un peu longue, elle fait 15 minutes, donc si je la mets, ça va perdre un peu de rythme.
En amphi, il ne faut jamais dépasser 3-4 minutes en termes de vidéo, 10 maxi, mais au bout d'un moment, on va perdre le rythme. L'intérêt d'une vidéo, on verra après, c'est le changement de rythme, quoi. C'est tout d'un coup, vous êtes sur un discours qui est le même mot, un rythme, je suis en train de vous imposer, mine de rien, par mes mots, par la fréquence de mes diapos, un rythme de diffusion d'informations, et tout d'un coup, je vais faire une rupture pour arriver à utiliser la vidéo. Donc j'ai préféré vous éviter la lecture de la vidéo et vous prendre les différentes alors je vais représenter Judith Quentin. Judith Quentin est ce qui s'appelle une... elle est ingénieure péda, non, elle est conseiller pédagogique. Conseiller pédagogique, c'est dans certaines universités, il y en a peu en France, hein, c'est surtout au Canada, au Québec et en Suisse et Belgique, on a une personne dans l'université qui vous conseille pédagogiquement. J'ai un problème, et je vais le voir, et puis il me dit, ben voilà, je te conseille plutôt de faire ça, etc. Donc Judith Quentin a fait cette excellente vidéo qui, en 15 minutes, présente les 4-5 courants de pédagogie qu'on pourrait utiliser. Alors vous les connaissez sûrement, mais je vais quand même prendre le temps de les prendre. Ceux qui ont vu la vidéo, vous avez adoré sûrement son accent québécois. Et donc c'était assez sympa là-dessus. Elle parle de quoi? Elle commence par... Alors c'est une histoire. Alors une histoire des pédagogies, même si c'est pas en fonction des dates dans lesquelles elles sont apparues dans la société. Hein, mais elle prend cette petite histoire de la pédagogie, et puis elle commence par la pédagogie de la transmission. Pédagogie de la transmission, c'est quoi? Ben, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Voilà. Je parle et puis je vous dis des choses, il y a des supports, je suis en train de vous donner une information, et qu'est-ce que j'espère? Ben, j'espère que mon discours soit énoncé clairement, qui vous permet d'apprendre, et j'espère surtout que, ben, vous avez vu le problème, hein, c'est que vous êtes passif, il y en a qu'on froid, et donc de temps en temps, moi, mon amphi, j'ai utilisé la technique que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est que je vous fais lever les bras pour arriver à vous faire participer un petit peu, mais c'est vrai qu'on voit, on est sur nos amphis, que certains disent pas satisfaisant parce qu'on s'embête, etc. Certains font autre chose sur l'ordinateur et ils relèvent des mails, etc. On est dans une idée de enseignant transmet son savoir. L'avantage quand même à cette technique, c'est quoi? C'est la rapidité. C'est extrêmement rapide. En un temps très court, je peux balancer tout ça. Je ne sais pas si c'est performant, hein, mais je balance tout ça. Je vous aide beaucoup. Effectivement, il y a si on parle d'efficience, si on parle d'efficacité, c'est un modèle qui est imbattable en termes de rendement pour diffuser le savoir. Ça permet de faire des regroupements aussi entre licences pour ceux qui ont des regroupements, des matières qui sont sur plusieurs licences. Voilà, ça permet ce genre de choses. Cette personne, je suis content que ce soit elle qui le dise, parce que ça fait un moment que je le pense, celui-là. Celui qui apprend, il doit avoir le même bagage cognitif. Ça marche très bien parce qu'on est entre nous, là. On est entre collègues, on parle de notre métier, on est ensemble sur quelque chose qu'on a parfaitement... on a des mots qui sont clairs. Quand on part de rien, c'est plus difficile pour celui qui est en train d'avoir la connaissance. Deuxième pédagogie, elle propose le behaviorisme. Alors le behaviorisme, je ne vous ferai pas toute l'histoire, je ne suis pas assez pointu pour vous raconter toute l'histoire de tous ces courants. Moi je les vis comme un praticien. Le behaviorisme, c'est la recherche du modelage en fait, d'un comportement, des apprenants. Typiquement, c'est Pavlov. Alors moi, ça fait 2-3 cours que j'essaye ça en TD de manière systématique. Oui, j'essaye Pavlov sur mes étudiants qui n'enregistrent pas quand je suis en salle informatique. Dès le premier cours, j'ai mis au point avec eux un système, je passe derrière eux, et si je tape sur l'épaule, c'est qu'ils ont oublié d'enregistrer. Et bien, au bout de 2 séances, c'est évidemment, je n'ai plus à résoudre cette tâche extrêmement simple. Et ils savent, alors je ne les tabasse pas comme ça, hein, juste un petit signe pour arriver à informer que je suis en capacité, là pour le coup j'envoie un signal négatif. Je dis attention, si je fais ça, c'est que tu n'as pas fait bien attention à cette chose-là. Donc je canalise son attention, donc il a fallu que j'explique aussi. Et puis vous voyez que j'ai été obligé de faire une tâche
si j'ai pris la tâche de l'enregistrement quand je suis en salle informatique, c'est que c'est une tâche extrêmement fine, extrêmement précise, sur laquelle je peux travailler de cette manière et de manière la plus discrète, plutôt que de dire toutes les 10 minutes, alors vous avez enregistré, etc. Ça, j'ai essayé pendant des années, ça ne marche pas. Là, j'essaye cette méthode, ça a l'air de fonctionner là-dessus. C'est très bien pour les niveaux bas taxonomiques. Si taxonomie de Bloom, vous ne connaissez pas, vous le mettez sur l'oreille, on en parlera un petit peu plus tard. C'est impossible pour une compétence complexe. Là, on va retrouver, donc ça veut dire qu'une tâche complexe qui va être une difficulté à mettre en œuvre de la part de l'étudiant, et un niveau de synthèse, un niveau d'évaluation, je ne vais pas rentrer dans cette chose-là. Là, je vous ai parlé d'une méthode de stimulation négative. Vous avez une méthode de stimulation positive, l'effet Pygmalion, si je me souviens bien, je crois, où vous allez envoyer des signes positifs de contentement, pour dire oui, c'est bien, c'est comme ça. Ceux qui travaillent en travaux pratiques, vous voyez très bien de quoi je parle. Vous allez féliciter, notamment sur les conditions de sécurité, ceux qui ont réussi pour aller arriver. C'est bien comme ça, oui. Mais c'est vrai que c'est... Ça a existé pendant des années, hein, ce modèle. Voilà, je ne citerai pas un des principaux courants qui est cité dans la vidéo, je laisse la paternité à cette dame, mais effectivement, ça existait pendant des années. Les cognitivistes sont arrivés là-dessus avec l'idée qu'il y avait une construction de la connaissance. Alors, jusqu'à présent, le savoir et la connaissance n'étaient pas considérés comme de l'information, mais plutôt comme la sacrée connaissance ou le sacré savoir. Et là, en fait, les cognitivistes sont arrivés avec un courant qui dit finalement apprendre, c'est rien d'autre que superposer des informations et classer ces informations, être capable de les ranger dans sa mémoire à court terme, à moyen terme, à long terme. Mot qu'on entend très souvent des étudiants qui sont situés en altitude, donc il doit y avoir des méthodes là-dessus à Font-Romeu. Donc plusieurs types de mémoire, et puis on essaye de faire prendre conscience l'étudiant qu'il soit capable de comprendre son apprentissage. Effectivement, là tout d'un coup on devient acteur, et c'est peut-être une des solutions de ce courant où en fait on a la possibilité de rendre l'étudiant capable de rentrer dans ses apprentissages. J'aime bien utiliser ce mot-là, qu'un étudiant, pour moi, il est en situation de réussite quand il est rentré dans ses apprentissages, quand il va... Ce n'est plus une contrainte de venir, ce n'est plus une contrainte de lui demander un travail, alors en étant raisonnable sur la quantité de travail demandé, mais tout d'un coup, il accepte, il joue le jeu de ce truc-là. Le défaut des cognitivistes, c'est de passer leur temps à parler d'organisation pédagogique. Alors ils vont passer une demi-heure pour expliquer le dispositif dans lequel on met l'étudiant, et c'est autant de temps qui va être perdu pour arriver à construire en fait cette chose-là. Je retiens par contre le côté positif, la prise de conscience de son apprentissage par l'étudiant. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Et j'ai peut-être mal expliqué sur la façon de stocker, ranger, et en fait c'est mobiliser la connaissance. C'est-à-dire qu'on va essayer de structurer l'organisation de la mémoire de l'étudiant de sorte qu'il présente, qu'il range dans sa tête ce qu'on lui présente comme s'il rangeait dans une bibliothèque, et quand il en a besoin, il mobilise ce qu'on lui a appris précédemment pour le restituer. Typiquement, le cognitivisme va utiliser des techniques de transfert où vous avez une situation d'apprentissage où vous allez constituer, faire naître cette compétence, cette connaissance, et puis une autre phase de transfert avec un problème nouveau. Et s'il est capable de restituer, de résoudre ce nouveau problème en mobilisant les mêmes outils, c'est que c'est rangé dans sa tête et qu'il est capable de refaire. C'est typiquement les sujets d'examens terminaux qui reprendraient une situation complexe qu'on ne saurait résoudre que parce qu'on a su résoudre les 10 ou 12 TD durant tout le semestre, et que la situation problème le jour de l'examen monopolise en fait tout ça. Voilà un peu l'idée sur cette partie. Le socioconstructivisme. Alors, le socioconstructivisme, c'est un courant aussi qui est aussi un courant cognitivisme, et qui est l'idée que la construction, en fait, c'est une démarche individuelle, donc ça reprend des éléments du constructivisme, et aussi une démarche globale, collective, humaine. Effectivement, quand on regarde nos étudiants,
ben, ils travaillent comme ça, naturellement, ils s'entraident, ils s'aident, ils vont travailler ensemble. Vous allez avoir de l'aide faite par un collègue. Moi, je le vois très souvent dans les salles de TP, effectivement. Souvent, il y a celui qui est meilleur qui va aider l'autre. Donc, on a un étudiant qui est actif, qui manipule de façon concrète ou abstraite de l'information. Et nous, du côté enseignant, ben, on doit essayer d'imaginer des situations qui vont provoquer en fait, ce regroupement, cet échange, cette capacité en fait, à provoquer la naissance de l'échange et qui fait acquérir la connaissance, le savoir, les compétences. Voilà la nouveauté pour l'enseignant. L'avantage, c'est qu'on a le droit de faire des erreurs. L'erreur est source d'apprentissage. Effectivement, là, vous allez autoriser que un groupe qu'on laisse partir comme ça va partir dans l'erreur et puis très déstabilisant parce que si on doit tenir le programme qu'on s'est fixé, il va falloir rattraper cette erreur d'une manière ou d'une autre et comment on va arriver à corriger ça. L'énorme inconvénient de cette méthode, c'est que ça prend du temps. Quand vous laissez débattre les étudiants, si vous faites ça le temps des cours que l'on a à disposition, si c'est vos 20 heures ou 30 heures TD réservées au semestre, effectivement, si vous réservez 5 à 10 heures de débat, ça ne passe pas. Il va falloir trouver des solutions. Ce débat, va falloir qu'il existe, qu'il soit fait peut-être à côté. Donc c'est là où des stratégies de réflexion collaborative peuvent être menées auprès des étudiants, de travail ensemble, de pédagogie du projet qui vont arriver en fait à stimuler des faux semblants, pardon d'utiliser ça, ou à la fin du semestre, moi je demande un travail fait à plusieurs, mais ce qui m'intéresse, c'est le chemin qui a été pris pour aller jusqu'à ce travail, plutôt que le rendu, le document s'il est joli, etc. Donc on a cette chose-là qui est en fait arrivée à prendre du temps dans les échanges. Je vous recommande vraiment le lien, vous le regarderez parce qu'elle parle vachement mieux québécois que moi et surtout elle donne plein d'exemples, plein d'histoires. C'est très bien fait, ça vous prend un quart d'heure. Voilà. Mais c'est vrai que ça sera intéressant pour vous. Ça va, vous commencez à voir un petit peu quel métier vous faites ou c'était déjà évident je provoque un peu là. Donc effectivement, est-ce que ça c'était clair, pas clair? Est-ce que vous en jouez? Est-ce que finalement je fais toujours pareil? Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, ou je savais mais parce que ça me plaît d'être comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de se dire si aujourd'hui, on n'a pas imaginé une autre façon d'arriver à faire son acte pédagogique dans la classe et de se triturer l'esprit. Quand je disais, pourtant ça fait un petit moment que je faisais de la formation de savoir-faire en salle informatique, lire le truc sur Pavlov, tout d'un coup, ça m'a dit « mais oui, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, ça va me prendre 30 secondes et je suis sûr que ça va être réglé », donc d'essayer de trouver en fait ce genre de choses. J'ai parlé de taxonomie tout à l'heure. De taxonomie de Bloom, je vais vous en parler, mais je vais vous en parler d'une façon bizarre. Alors, évidemment, j'ai toujours un problème quand je fais ça. Ah ah! Je vais l'avoir le bug, je vais l'avoir. Je l'ai fait trop grand, ça. Alors, je vais vous présenter. Je dis que de temps en temps, j'allais faire une rupture de rythme. D'accord. C'est le moment le plus risqué pour moi. Alors, je vais le faire autrement. Je vais vous présenter une vidéo qui va vous présenter la taxonomie de Bloom. Je dis de temps en temps de faire une rupture, ça pour me reposer un petit peu, j'arrête pas de parler depuis 1 heure. Donc effectivement, de temps en temps, je vais essayer de vous présenter. Donc je vais confier la présentation de la taxonomie de Bloom à une vidéo, parce que moi, ça va me simplifier la tâche. Alors je vous laisse la regarder, j'espère que le son va marcher. Un point sur la taxonomie de Bloom, pour essayer de comprendre comment on va choisir ces verbes. Une meilleure évaluation de nos étudiants, une meilleure expression des consignes. Donc la taxonomie de Bloom, ce sont des travaux de
C'est bon. Sur le travail à réaliser. C'est bon, je me repose. Et nous, en fait, a défini qu'il y avait plusieurs niveaux de consignes quand on s'adressait à quelqu'un. Alors, il a distingué 6 niveaux. Ces 6 niveaux, on va retrouver le niveau d'information. Le niveau d'information, c'est simplement j'ai la connaissance. Le deuxième niveau, c'est le niveau de compréhension. Je suis capable de comprendre ce que dit la connaissance. Le troisième niveau, c'est le niveau d'application. J'ai la possibilité de mettre en œuvre en fait, cette connaissance parce que tout d'un coup, on va donner un exercice. Le quatrième niveau, c'est l'analyse. Cette analyse va me permettre notamment de résoudre un problème qui va monopoliser une connaissance et cette connaissance me permettra de résoudre ce problème. Enfin, le cinquième niveau, la synthèse, un niveau qu'on va retrouver pour arriver à faire la synthèse entre plusieurs analyses, plusieurs connaissances, plusieurs niveaux de connaissances et une superposition pour enfin arriver au sixième niveau. Le niveau le plus complexe, c'est évaluer une situation et en faire l'analyse et être capable de trouver en fait progressivement quelle loi, quelle connaissance est utilisée pour arriver à résoudre ce problème. La taxonomie de Bloom aussi s'accompagne d'un certain nombre de verbes. Ces verbes, je vous les liste dans le tableau 6 juin, dans lequel on associe justement des niveaux de connaissance, de compréhension, d'application, d'analyse, de synthèse et d'évaluation. Et en fonction de ces verbes, on est en capacité à choisir justement le degré d'implication. Alors, par exemple, choisir va être un verbe qu'on va retrouver peut-être à différents endroits, mais qui va être capable essentiellement de choisir une bonne réponse, par exemple, il s'agit de la connaissance résolutive. On va avoir un autre verbe beaucoup plus complexe qui va être de donner selon l'ordre ou apprécier. Si on apprécie, c'est qu'on a des critères à énoncer. Ces critères, on ne les connaît pas forcément, il va falloir donc analyser la situation et finalement faire un choix. Ce choix me rapportera à des connaissances, et vous voyez qu'on descend des 6, 5, 4, 3, 2, 1 niveaux de connaissances en termes de taxonomie de Bloom, et c'est comme ça qu'on arrive à interroger un étudiant avec des verbes plus ou moins précis et qui entraînent un travail plus ou moins complexe. Je vous remercie. Mince. Pardon. Je reparlerai un petit peu de la vidéo et pourquoi j'ai fait comme ça à la fin, dans la partie et pour cette conférence. Donc cette taxonomie, elle est intéressante en ce sens où moi je peux m'interroger du niveau d'exigence que je peux poser aux étudiants et essayer de voir un petit peu les niveaux d'exigence. Alors c'est vrai que je ne glisserai pas sur le terrain de l'évaluation, il faudrait parler 2 heures d'évaluation, mais effectivement la taxonomie de Bloom va surtout être intéressante pour nous au moment où on évalue et au moment où on va demander un travail aux étudiants. Si c'est de la définition, c'est juste de la connaissance. Si c'est la résolution d'un problème complexe, on voit bien d'ailleurs la différence que l'on a dans nos épreuves entre du premier semestre L1 et puis dernier semestre de Master 2. On n'a pas du tout le même niveau, c'est peut-être toute cette chose-là qui est... J'ai éteint ? Non ? C'est le bruit ? Je vais parler de boîte à outils, même si ce n'est pas la chose qui me passionne le plus. Qu'est-ce qui serait en fait le plus intéressant en termes d'outils pour l'enseignant pour arriver à mettre en œuvre un peu tout ça ? L'outil aujourd'hui d'un enseignant, c'est un ordinateur. Peut-être il est portable parce que notre façon de travailler fait que pour certains, on n'aime pas trop être accroché à un seul endroit pour travailler. Dans cet ordinateur, je vais retrouver un certain nombre d'outils qui sont les outils classiques de bureautique, dans lequel je vais retrouver, j'aime bien dire, un courrier professionnel, hein. Ça fait partie des usages du numérique professionnel. Des suites bureautiques, aujourd'hui l'ensemble de l'université sous OpenOffice, donc OpenOffice c'est aussi un produit gratuit, qu'il faudrait penser que nos étudiants ne soient pas obligés d'avoir la suite Office payante pour pouvoir ouvrir vos documents ou nos documents, donc ça c'est des boîtes à outils qui soient partagées en fait avec les étudiants. Des lecteurs vidéo si j'ai besoin de faire des lectures vidéo. Cette vidéo, vous voyez, pour éviter une compétence dans le C2I de enseignant qui est prévoir un problème technique. Vous l'avez vécu en direct. Donc j'avais prévu le problème technique et j'avais en local la vidéo au cas où, donc des capacités avec des logiciels pour pouvoir récupérer la vidéo en local.
Au niveau des créations multimédia, certains utilisent des créations de son avec Audacity, peut-être sur des langues plutôt, d'arriver à faire ces choses-là. Des cartes heuristiques, des images vectorielles. Je passe très vite là-dessus parce que ce n'est pas très intéressant, mais c'est en fait des outils somme toute assez classiques qu'on va retrouver. En tant que professionnel, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, utilisez un antivirus et s'il vous plaît, sauvegardez. Et donc sauvegarder, ça ne veut pas dire enregistrer, ça veut dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si je perds l'ensemble de mes cours ou l'ensemble de mon information. Je vous rappelle que sur l'université, tout ce que vous laissez dans votre compte est archivé sur un data center, il y a des sauvegardes, ces sauvegardes on peut récupérer, donc votre compte sur un poste fixe, le mes documents, c'est un endroit sûr. Si vous voulez avoir un endroit sûr, laissez-le. Faites attention aux sauvegardes extérieures, hein, ça c'est plutôt du volet recherche. Évitez des services de type Dropbox ou Google Drive ou des choses comme ça, qui sont l'occasion, surtout pour des travaux recherche, à certains commanditaires informatiques de pouvoir puiser dans la recherche française. Ça a été prouvé plus d'une fois. Donc évitez des solutions gratuites pour l'hébergement de vos données recherche, mais pensez surtout à la logique de sauvegarde de données. Je vais juste faire une parenthèse là-dessus. On n'imagine pas, mais votre ordinateur peut ne pas fonctionner dans la seconde qui suit. Donc la seconde qui suit, ça veut dire qu'en termes si je développe des compétences d'usage du numérique dans mon métier, c'est la fin de mon métier dans la seconde qui suit, entre guillemets. On l'a tous vu quand on a eu l'an passé 2 coupures de réseau sur le campus, dont une de plus de 38 heures, très déstabilisant au niveau administratif, parce que tout d'un coup, tout s'arrête. Tous nos processus de travail s'arrêtent parce qu'on est dépendant de ça. Au niveau du cours, effectivement, au niveau de la pratique pédagogique, votre ordinateur, s'il est portable, il est fragile. Réfléchissez à ça. Il faut absolument sauvegarder ce disque de sauvegarde, de faire là-dessus. Soit c'est sauvegarde sur le data center, soit vous en avez un. Il n'est pas au même endroit, il n'est pas dans votre sac. Un disque de sauvegarde, c'est précieux. Même si c'est un disque dur, c'est somme toute assez fragile. Donc il n'est pas à transporter tous les matins. Il y reste à un endroit sûr, de sorte que vous puissiez récupérer vos données. Des créateurs de PDF, c'est aujourd'hui l'outil qui va permettre à ce que chaque étudiant soit en capacité d'ouvrir ce que vous donnez. Le piège du créateur PDF, c'est de dire j'ai pas le polycope à faire et c'est l'étudiant qui tout d'un coup se retrouve à imprimer chez lui. Je pense que nos étudiants socialement ne sont pas tous enclins à imprimer l'ensemble de nos polycopes sur leur imprimante. Donc attention de pas rendre de bien que ça soit explicite avec les étudiants que c'est un document qui doit s'ouvrir et de trouver des solutions alternatives en cas de besoin d'impression ou de choses comme ça. Je pense qu'il faut aussi penser ça en tête. Le numérique a ce défaut de on verra c'est l'autre et donc de penser ce transfert à ce niveau-là. Je vous recommande d'avoir un navigateur avec au moins 2 choses qui sont indispensables. C'est un Zotero qui permet de faire de la publication, de la bibliographie en ligne, ce qui permet de stocker sa bibliographie sur un éditeur. Donc ceux qui ne connaissent pas, on vous montrera et ça permet justement d'extraire une bibliographie assez vite, de gérer ses signés entre guillemets. Vous utilisez peut-être EndNote sur ceux qui l'ont en recherche, c'est l'équivalent, sauf que celui-là il est gratuit. Et puis je vous invite à récupérer n'importe quel système de médias en ligne qui pourrait télécharger n'importe quelle vidéo YouTube, n'importe quelle vidéo Dailymotion. Nous avons une chance en France, c'est l'exception en termes de droit d'exploitation des données, l'exploitation pédagogique. Tant que vous donnez qu'une partie de l'œuvre, jusqu'à la limite de 10 ou 20%, je crois. Je regarde une collègue, c'est 20%, c'est ça? C'est 10%. 10%. Tant qu'on ne dépasse pas 10% de l'œuvre, on peut exploiter l'œuvre de manière pédagogique. Nos collègues espagnols ont une énorme contrainte, c'est 0%, par exemple. Donc on l'a vu dans le cadre de Miro, on a quelque chose qui est très nouveau là-dessus. Vous voyez, des outils, ce n'est pas des choses très complexes. En fait, ce qui va être complexe, d'autres outils un peu plus 2.0. Sur le côté collaboratif, vous avez du Google Documents, vous avez Framapad, je ne sais pas si vous connaissez cette chose-là. C'est un éditeur en ligne. Je ne vous ferai pas une démonstration parce que l'heure tourne, mais en fait, je peux créer quelque chose de manière immédiate. C'est sur un site web, je vous envoie le site et vous écrivez en même temps que moi sur cet endroit. Donc ça permet de faire un bloc-notes en ligne, très intéressant pour faire du collaboratif. Vous avez des cartes heuristiques, des réseaux sociaux, des créateurs de QCM. Toutes ces choses-là, si vous avez besoin,
on a la possibilité avec Platinium de vous... mais ne rentrez pas par l'outil s'il vous plaît. C'est pour ça que je passe très très vite sur l'outil, mais c'est des choses qu'on est en capacité de mettre en place et de vous accompagner. Carte heuristique, je vais passer. On a sur l'université fait le choix budgétaire d'avoir un logiciel anti-plagiat, ne l'oubliez pas. Donc c'est aussi l'occasion de tester un document que l'on aurait en doute, rendu par un étudiant mais qu'on aurait en doute. C'est drôlement bien écrit sur les 3 premiers paragraphes. Donc vous le mettez dans la plateforme qui est sur l'environnement numérique de travail. Si vous avez besoin de le mettre en place, on peut vous aider aussi. Et puis ça vous donnera le taux de plagiat. Le taux de plagiat étant, ça vous donne l'endroit où il a trouvé la source à l'identique du document. Donc il y a encore un travail derrière. Ce n'est pas de la sanction, c'est de l'accompagnement. Et les étudiants peuvent le regarder. Il ne parle pas de plagiat, il parle de similitude. Voilà, justement, parce que le plagiat, c'est quand on a analysé que c'était du plagiat. Voilà, alors c'est une similitude, merci. Merci. Donc ça, c'est le genre de choses, vous l'avez, peut-être qu'on ne le sait pas trop, mais ça permet peut-être d'éviter d'avoir à recevoir en commission de discipline des étudiants. S'ils testent avant leurs documents, ça évite peut-être de les accueillir après. Moi, j'avais essayé de faire ça à un moment donné, c'est essayer de voir en fait que nous sommes un peu complexes en tant qu'individus. Alors, on n'est pas schizophrène, mais mine de rien, si vous voulez préserver votre perso et votre professionnel, le numérique fait que très vite fait, vous êtes la même personne de votre Facebook à votre mail pro, parce que je connais certaines personnes, pas dans la salle je crois, qui utilisent leur mail personnel en tant que seul mail pro et donc au bout d'un moment c'est un peu compliqué à gérer. Donc on avait travaillé avec les masters une année sur la caractérisation et le placement des outils en fonction de privé-public, personnel-professionnel, et d'essayer de voir comment se placer certaines idées. Vous voyez, vous êtes militant d'une association écologique et il vaut mieux que ça soit votre blog perso, quoi. Peut-être qu'il n'y aura pas marqué que c'est lié avec l'université ou autre association, hein. Je ne vais pas non plus stigmatiser telle ou telle association ou parti politique. Vous êtes enseignant de la classe, il y a un certain nombre de choses, un réseau social professionnel qui va se créer. Peut-être que certains ont créé une adresse sur academia.edu, qui est un site américain sur lequel certains enseignants-chercheurs déposent leur CV. Peut-être certains ont des CV en ligne, peut-être vous avez eu la nécessité, parce que tout d'un coup, pour un dossier, pour une appel d'offres, il a fallu proposer un CV en ligne, etc. Donc certains ont développé une identité numérique du côté du professionnel qui se distingue de l'autre côté, de l'individu, où vous avez tout à fait le droit d'avoir votre page qui est avec les enfants, le partage des réseaux sociaux, des trucs comme ça, mais peut-être qu'il ne faut pas tout mélanger. Enfin, d'enseignants dans la classe, donc ça c'était voir les différentes parties. C'est aujourd'hui un schéma qu'il faudrait peut-être penser à se projeter, de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'est mon identité numérique, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que je suis. Est-ce que c'est pas gênant que les amis de mon fils ou de ma fille qui lui est pas dans cette université, mais quand je partage des infos sur mon réseau social perso, ben, c'est mes étudiants qui le voient? Est-ce que c'est ces nouveaux problèmes maintenant qui arrivent? Problème ou pas, hein, c'est un constat de ce qui peut arriver là-dessus. Je passe très vite sur tout ça. Du coup, on va s'intéresser à ce qui était nouveau pour nous tous. C'était la petite pause outils après la pause vidéo. Donc, quelles sont les questions qui sont nouvelles? Les questions qui sont nouvelles, si je reviens un petit peu à tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est quelle pédagogie pour ce public, quels objectifs? Alors c'est vrai que peut-être qu'on va rentrer dans une pédagogie par objectif, je suis capable de. Quel scénario pour atteindre ces objectifs? Quelles notions je vais cibler? Quelles ressources, quels outils pour accompagner la construction, pour transmettre les savoirs? Donc je me retrouve aujourd'hui. C'est dommage, j'étais venu à une conférence pour essayer de répondre à des questions, puis je vous en renvoie enfin. Mais l'idée, c'est tout d'un coup, je me retrouve à... Ce n'est peut-être plus comme ce que je pensais, c'était un peu plus complexe, et cette complexité est à... En fait, au bout de 2 heures, on arrive un peu à clarifier, du moins j'espère. C'est tout d'un coup, quelle circulation de l'information? Donc ça, c'est juste pour vous montrer, c'est ce que vit un étudiant qui passe son C2I niveau 1. Il a un énoncé qui est sur le NT, il a sa copie, il a son sujet, il doit produire des documents, tout ça, ça doit être zippé, envoyer un email, les rendre en travaux. Donc il a fallu s'interroger, quand tout d'un coup je demande quelque chose aux étudiants,
se dire dans la tête, allez, tu feras ça sur le NT, ça suffit plus. Effectivement, il va falloir que je pense que c'est à tel endroit, qu'il y aura telle interaction. Donc c'est des nouvelles façons d'arriver à penser le dispositif de formation. Si vous me laissez encore un peu de temps, ben, je ne sais pas si ça se voyait, mais j'ai volontairement utilisé plein de techniques aujourd'hui. Donc j'ai essayé de faire une mise en abîme de ce que je disais, plutôt que de faire show must go on, de dire voilà, effectivement, j'ai volontairement utilisé plusieurs techniques dans lesquelles je me suis mis en retrait. J'ai essayé de vous faire interagir. Et donc, on va essayer de les voir maintenant, analyser sur cette conférence. Donc maintenant, on rembobine toute la conférence et on essaie de dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début. Au début, en amont de la conférence, je vous ai envoyé un document. Ce document, en fait, avait la capacité, normalement, de me mettre dans cette position, puisque même à la limite, on aurait pu dire il y connaît tellement rien dans ce domaine qu'il a préféré regarder la vidéo, débrouillez-vous avec ça, et puis donc je me mets dans cette position qu'on a vue tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je me suis énormément appuyé sur cette chose-là, où le savoir était décrit, mais c'est surtout le dispositif qui faisait apparaître l'ensemble de ce que j'ai fait. Donc je suis passé dans cette position pendant un petit moment. Moment que j'ai complètement quitté, je me suis même permis de m'asseoir en allant chercher une vidéo où pour le coup, par contre, là je vais peut-être inverser la diapo, je me suis extrait en fait de cette chose-là pour arriver, pas tout à fait, mais ça c'était le clin d'œil ça. Ah pardon. Cette vidéo, Morgane pourra confirmer, 4 diapos préparés sur PowerPoint. Ça nous a pris 20 minutes et on a produit une séquence de 3 minutes. Donc ça peut donner des idées à des personnes. Si vous arrivez aujourd'hui avec 4 diapos, que Morgane est disponible en ayant demandé à Yves, et que voilà, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour tout d'un coup prendre le contre. Alors c'est vrai que le contre-pied, tout d'un coup, de prendre moi pour moi, c'est complètement aberrant, mais vous l'avez compris, j'espère, c'est un clin d'œil. Mais c'est vrai que du coup, ça interroge sur l'utilisation de la vidéo dans le cours. Moi, très souvent, je vais arrêter mon cours, mettre une vidéo qui n'est pas la mienne, que j'ai trouvée, qui me permet, moi, de souffler. Parce que tenir 2 heures en amphi, ça consomme de l'énergie. Et puis d'apporter un contre-pied et de faire un petit peu une rupture. Là, je l'ai fait là-dessus parce que c'était l'occasion pour vous dire que cette chose-là, métriquement, c'est faisable en arrivant avec le PowerPoint, en prenant rendez-vous avec Yves. Et puis après, en 20 minutes, c'est fait. Je remercie Miro de m'avoir prêté le studio. Donc ce que vous voyez derrière, c'est l'habillage de tous les cours Miro qui sont en train d'être tournés, qui est au bâtiment F2, hein, j'ai pas été bien loin. Et puis il se passe après le cours, c'est le lien avec l'ENT, bien évidemment, tout ce que j'ai dit. Alors l'avantage de l'ENT, c'est ce que je vous donne, c'est donné, c'est cadeau. Ah ouais, mais quand c'est cadeau, il l'utilise et puis c'est plus à moi. Alors moi, ce que je vais vous donner, c'est un PDF. Ce PDF, donc normalement, à moins que vous vous amusiez à le traficoter, vous y arriverez, hein. Vous pourrez le reprendre, il n'y a aucun problème. Moi, en vous le donnant, j'ai collé une licence qui s'appelle une licence de Creative Commons. Et sur ce document, qu'est-ce que j'ai dit? Je vous le cède à la condition que vous laissiez mon nom et à la condition que vous ne fassiez pas de l'argent avec. Ce que je ne fais pas aujourd'hui. Je vais essayer et ça reste accroché à mon PDF, de sorte, c'est une notion Creative Commons, c'est une façon de protéger en fait son travail, un PDF et ça. Alors d'un point de vue juridique, c'est léger, mais c'est un début de preuve, on va dire, hein, et après il peut se passer autre chose. Donc je vous donnerai en plus, vous retrouverez sur l'espace numéro qui s'appelle Pédagogie innovante, vous retrouverez le rapport Zotero de toutes les biblios, vous retrouverez toute la biblio, un document PDF, ceux qui veulent en savoir davantage. Le numérique permet aussi de faire après, de penser l'activité avant. Tout d'un coup, vous voyez, j'ai étendu l'activité de mon cours sur un peu avant en vous donnant la vidéo et un peu après en donnant un travail que je n'ai pas du tout montré là. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, dans le cadre de mes enseignements, je donne des glossaires en plus de mon cours. Qui sont en plus pour ceux qui sont un peu plus en difficulté. Quand on est sur des savoir-faire proprement dit, je vais donner des tutoriels dans cette partie que je ne vais pas du tout aborder en cours, mais que je laisse là et ceux qui veulent, je peux faire de la pédagogie différenciée en fait en laissant à ceux qui veulent les documents.
Après, je pourrais en faire, il y a plein de dispositifs. Ces dispositifs, on va les balayer parce que l'heure passe très vite. Je vais essayer de faire assez vite. Donc, d'autres dispositifs que je n'ai pas utilisés aujourd'hui, c'était pas non plus Minimir aussi, qui fait tout du sol au plafond. Donc, j'ai essayé d'en prendre que certains. J'aurais pu parler des QCM diagnostiques, des MOOC, des rendus de travaux, de classes inversées, de production collaborative, de projets comme éléments innovants, de veille d'information. Je vais vous en parler juste comme ça, histoire de vous projeter dans les possibles. Le premier, c'est vous dire que au niveau de Platinium, on a la capacité de faire un QCM diagnostic. Donc ça, ce QCM est utilisé avec le DAU, pré-DAU. Morgane, je te regarde si c'est ça, pré-DAU. Donc permet de faire le choix pour un étudiant, un stagiaire qui veut faire de la formation continue, de choisir le bon dispositif, parce que nous, avec nos abréviations, c'est incompréhensible en dehors de l'université. Cette chose-là est possible. Je vais vous montrer une vidéo sur... À chaque fois que je mets une vidéo, j'ai ce problème. Hein. Alors... On va aller la chercher directement. Je vais vous parler des MOOC, mais rapidement. C'est pas moi qui vais vous en parler même. Bienvenue sur Fun, la nouvelle plateforme de l'université numérique, l'accès à la connaissance pour le plus grand nombre. Ici, nous hébergeons les MOOC des établissements de l'enseignement supérieur français et de leurs partenaires du monde entier. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un MOOC? Un MOOC pour Massive Open Online Courses. C'est en français un cours en ligne ouvert et massif. Ces cours sont entièrement gratuits et proposés à tous, quel que soit votre niveau d'études et votre situation géographique. Vous êtes à la recherche d'une formation ou vous souhaitez simplement élargir vos connaissances? Que vous soyez étudiant, lycéen, salarié, retraité ou demandeur d'emploi, vous pouvez suivre ces cours entièrement en ligne et découvrir une nouvelle manière d'apprendre. 25 MOOC vous attendent sur la plateforme Fun. Il existe des MOOC dans tous les domaines: environnement, juridique, management, numérique et technologie, relations internationales, santé, sciences humaines. Ces premiers MOOC vous sont proposés par une dizaine d'établissements d'enseignement supérieur. Un MOOC vous intéresse? C'est très simple. Ah oui, il rate aucune occasion. Ouais. C'est l'IUT de Béziers qui a démarré très vite. Non. Ça, c'est mon collègue David, ça. Je l'adore. Pardon, ça enregistre. Hé, tu comprends ça. Donc les MOOC, vous avez entendu parler, juste un point sur l'Université de Perpignan. Alors en fait, avec Platinium, on gère un collectif de MOOC. Et aujourd'hui, c'est une journée qui est délirante aujourd'hui pour moi, puisqu'il y a 4 MOOC qui s'ouvrent sur la deuxième session du MOOC C2I au niveau national, qu'on pilote ici avec Platinium, qui s'ouvre et les inscriptions vont démarrer ce soir à 17 h. On a en cours un MOOC avec Xavier Pis sur les énergies renouvelables. Donc on est dans cette logique. Aujourd'hui, l'établissement, par contre, que ce soit clair, on n'est pas en capacité de partir tout seul. Si vous venez avec un projet MOOC, on n'est pas capable de partir tout seul. Par contre, on a des idées. Avec Montpellier 3, avec Nîmes, on a l'idée d'un MOOC, par exemple, sur les compétences du numérique d'un doctorant en lettres et sciences humaines. Cette chose-là, on est en capacité à le faire à 3. À 3, on sait faire. À 3 établissements, 3-4 établissements, on s'est positionné comme ça. On n'est pas comme certains établissements qui sont partis très vite tout seuls. Donc, c'était pas forcément l'idée de... nous, on se positionne vraiment sur ce truc-là. Des productions collaboratives, donc on a des productions de sites web qui sont possibles. Si ça intéresse, on peut en parler aussi. Vous avez vu des collègues qui font de l'innovation pédagogique avec le numérique. Donc lors des premières journées, si vous n'étiez pas là, sur les premières journées CEPI, quand il y avait M. Berthiaume, il y avait Johan Rach qui était là et qui présentait ce qu'il a fait en termes de formation à distance. Donc ça, par contre, il a pondu entièrement avec l'équipe, je pense, un dispositif sur numérique. Donc ça existe aussi. Il y avait David Giban qui vous avait présenté un travail collaboratif aussi avec, donc à revoir sur YouTube pour arriver à voir si ça vous intéresse, si ça vous donne des idées. Hamid, qui n'est pas là aujourd'hui, je ne crois pas l'avoir vu, dans son dispositif de classe inversée, utilise aussi l'environnement numérique de travail et des choses comme ça. Donc on a des choses qui existent, autant de pistes que je n'ai pas présentées aujourd'hui. Je voudrais montrer ça, et je suis très bavard, on prendra plus de temps après, de l'utilisation de Twitter pour un enseignant-chercheur.
J'aimerais vraiment vous convertir à Twitter pour un enseignant-chercheur. Mais je vais vous donner cet exemple, pour vous donner l'exemple que j'ai eu. Je ne sais pas ce qui m'a pris, il n'y a pas très longtemps. J'interpelle la CNIL parce que, enfin si c'est pas ce qui m'a pris, c'est que les étudiants, après avoir présenté le cours de C2I sur l'informatique et liberté, les étudiants étaient d'autres nationalités, ils descendent dans l'amphi. Monsieur, vous m'avez présenté la France et comment ça se passe dans mon pays? Moi, je ne suis pas juriste, encore moins droit public international. Donc effectivement, pas de problème, je vais chercher l'information. Google ne m'a pas aidé, donc j'y vais, ni une ni deux, j'interroge mon réseau. Vous voyez la caractéristique sociale qu'on a vue dans la capacité de routinisation. J'interroge mon réseau, je dis bonjour, et puis j'ai Yann Biziou, qui est un collègue de Montpellier 2. Oui, qui passe sa vie. Voilà, là-dessus, sûrement. Mais il m'a répondu immédiatement. Ah oui, oui. Et il m'a dit que une dame Gautron de Nantes, tout d'un coup, au bout de 5 minutes, je me retrouve avec Montpellier, Université de Montpellier, Université de Nantes, qui se retrouve concerté avec ma simple question, et j'ai toujours pas la réponse de la CNIL, hein, il est 23h30 à peu près, la dame me répond, c'est fou ce que font les profs la nuit, donc me répond qu'à sa connaissance, non, peut-être il y a des éléments qui sont partis, et je me retrouve avec une succession d'éléments qui tous d'un coup sont d'une grande fiabilité parce que mes collègues sont du domaine et moi je ne le suis pas. Et on va retrouver, le lendemain, la CNIL m'envoie la cartographie effectivement, où c'est d'un point de vue international. Je vous passe le relais qui ensuite, c'est Jacobo Rios qui est enseignant ici, qui tout d'un coup, ça lui a dit, bah, tiens, si je faisais tous les pays, et il est allé me chercher au fur et à mesure. Donc vous voyez, tout d'un coup, on a une interaction de gens que je connais pas plus que cela. Après, on est juste à échanger comme ça, qu'il y a une entraide qui se crée. Si vous avez la routinisation de la caractéristique sociale, elle est effective sur cette conversation en fait là-dessus. Voilà, c'est juste un point de vue sur Twitter. L'ensemble des choses que vous avez vues aujourd'hui est contenu dans ces quelques textes que je vous invite à parcourir. Et en guise de conclusion, l'innovation pour moi elle est en nous. C'est ce qui m'interroge dans mon métier, c'est ce que je mets en place pour arriver à cela, et puis c'est l'accompagnement qu'on met en place pour vous. Et puis je reste à votre disposition pour répondre à vos questions en espérant avoir élucidé quelques interrogations. Merci pour votre attention.